Et pour commencer, nous allons accueillir Anastasia Stasenko. Anastasia Stasenko, c'est la cofondatrice de Playas, qui a accompagné l'équipe de Comparia sur la question des jeux de données et de ce fameux alignement des modèles sur les usages francophones. Et elle va nous proposer son regard autour de ce sujet. Vous pouvez vous installer ici, ainsi que la manette. Merci beaucoup. Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation à cette journée qui est effectivement importante pour nous. Donc chez Playas, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On crée des modèles de langage avec un petit point différenciant, c'est que nous n'entraînons nos modèles que sur de la donnée ouverte. Et ouverte au sens fort de ce terme, à savoir uniquement avec l'essence permissive. Donc effectivement, par exemple, le corpus de la BNF, je me sens un peu presque émue à être ici parce que c'était ça le backbone en fait, c'était ça le cœur du corpus qu'on a utilisé donc pour l'entraînement de nos modèles. Et effectivement, aujourd'hui, donc les modèles qu'on a pu entraîner sur l'infrastructure souveraine, sur Janzé, sont aujourd'hui en fait les seuls à proposer justement à la fois cette ouverture, mais aussi de prouver que oui, il est possible donc d'entraîner des modèles efficaces qui peuvent être utilisés en production, qui sont certes petits, c'est pas de l'AGI, vous voyez, c'est pas de l'intelligence artificielle généraliste, mais c'est des modèles qui fonctionnent bien pour le traitement documentaire, etc., etc., etc. Et c'est possible donc de le faire avec de la donnée ouverte. Et effectivement aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu le sujet de l'alignement des modèles, donc effectivement des grands modèles de langage, pour en fait mieux les adapter aux usages francophones. Et donc en fait juste essayons je vais faire un petit pas derrière en fait, et souvenons-nous en fait qu'est-ce que c'est un modèle de langage. Enfin, quel est le cycle de vie de ces modèles? Lorsque on entraîne des modèles fondations, on les entraîne sur de très larges corpus de plusieurs milliards, des centaines de milliards de mots. Et qu'est-ce qu'ils savent faire? En fait, ils ne savent qu'à prédire le prochain token. Bon, plus ou moins le mot en fait qui, selon donc des probabilités, doit suivre. Ces modèles-là, par exemple le GPT-2, GPT-3, c'était ce genre de modèle. Bon, c'est marrant, on voit déjà en fait beaucoup de potentiel lorsqu'on comprend qu'on est face à nous des systèmes, donc des systèmes de langage, et qui permettent effectivement de reconstituer le langage en fonction de lois probabilistes. Mais quelle est la révolution finalement de ChatGPT? Qu'est-ce qui se passe lorsque ChatGPT sort fin 2022, et qu'est-ce que ça a à voir avec les notions d'alignement et d'instruction, d'instruct? Justement, en fait, la révolution de ChatGPT, c'est le fait d'apprendre au modèle, ce modèle de base, de suivre les instructions des utilisateurs. Comment on le fait? On le fait avec de nouveau de la donnée, mais de la donnée qui modélise ces instructions. Donc, c'est-à-dire que nous, en fait, lorsqu'on interagit avec des chatbots, on demande quelque chose. On pose des questions, par exemple. On demande de résumer le texte, de le réécrire. Tout cela sont des instructions, d'accord? Et effectivement, la révolution de ChatGPT, c'est la révolution de la docilité, finalement, des modèles. On les discipline, on leur apprend à interagir avec des humains. Et comment on le fait? D'où, en fait, proviennent ces données? Bon, ces données proviennent des humains, en fait, dans le cadre, donc, en tout cas, des premières itérations, donc, tel ChatGPT basé sur GPT-3, donc GPT 3.5. Puis, il y a aussi la notion de l'alignement. D'ailleurs, là, le schéma que vous voyez, c'est effectivement le procédé utilisé par OpenAI pour justement la création du modèle 3.5, donc effectivement de ChatGPT. Il y a aussi une question d'alignement. Alignement, on va un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on veut que notre modèle non seulement suive des instructions qui soient
qu'il réponde tel qu'on le veut, mais qu'il le fasse dans un certain cadre éthique, légal, qu'il, par exemple, refuse de répondre aux certaines questions. D'accord? Et qu'il puisse non seulement reproduire donc un petit jeu probabiliste de langage, mais effectivement qu'il suive des principes qui permettent justement, c'est l'alignement, qui permet un déploiement sécure, de confiance donc par rapport aux utilisateurs. Quel est le problème aujourd'hui? En fait, les données accessibles en ouvert pour ces phases d'instruction et d'alignement sont extrêmement pauvres. Là, bon, toutes mes excuses, hein, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais mon écran, il est toujours sombre, en mode sombre sur tous les sites, bon, c'est de la tristesse. Une petite capture d'écran de Hugging Face, donc, qui est aujourd'hui la plateforme qui... voilà, utilisé par toute la communauté de l'intelligence artificielle open source, donc qui regroupe à la fois des sets de données, mais aussi des modèles, etc. Donc la plus grosse plateforme pour cela au monde. Et effectivement, regardons les chiffres. Seulement 405 datasets pour alignement sont disponibles sur Hugging Face versus plus de 300 000 corpus simples, vous voyez, des sets de données non structurés, etc. C'est extrêmement peu. Aujourd'hui, en ouvert, accessible publiquement, on a extrêmement peu de sets de données. Et sur ces 400 sets d'alignement, seulement 15 sont en français. Lors que l'été, bon, j'ai regardé, ça m'a fait un peu peur, donc j'ai fermé. Je me suis dit, bon, bah, faut que je essaie de regarder quelque chose de plus sympathique. Peut-être qu'il faut que je lise un petit livre, parce que c'est surtout des datasets traduits, d'accord? Et traduits avec des outils automatiques, en fait, précédant les outils même d'IA générative actuels. Donc, on est face à une très, très faible qualité donc des datasets en français. Bon, parlons très rapidement du sujet qui a pu fâcher il y a une semaine. Lucie, donc les internautes s'emballent, ils sont, pour des raisons assez logiques, assez mécontents à voir que finalement le chatbot destiné pour l'éducation puisse en fait parler de Hitler, refaire des discours pro-hitlériens, peut répondre aux questions posées au sujet des œufs de vache. Bon, les œufs de vache n'existent peut-être pas, en tout cas pas dans la vie réelle, mais dans l'imagination certes. Et on dit, bon, bah, ce modèle, il est trop bête, il est nul. Bon, si on fait un petit pas en arrière et on regarde ce qui s'est passé exactement, Lucie fut un modèle de base dont on a essayé de faire une version Instruct, à savoir une version qui peut suivre donc les demandes des utilisateurs, donc peut avoir une version conversationnelle. Sur quoi ils se sont basés lorsqu'ils ont fait cette version Instruct? Sur combien 4 datasets d'instruction, dont Alpaca, qui est un set d'instruction datant de début 2023, si ma mémoire est bonne, avec des instructions en française excessivement mal traduites et qui, évidemment, ne couvrent absolument pas la majorité des usages aujourd'hui, en fait, déjà détectés, déjà constatés dans le cadre d'interaction des utilisateurs avec des chatbots. On se souvient peut-être plus trop de cela maintenant, mais il y a encore 1 an et demi, il était extrêmement facile de gaslighter, pardon pour cet anglicisme, mais de fortement inciter et d'obtenir une réponse de ChatGPT en lui disant non, ça c'est sûr que c'est vrai, donc regarde, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui les œufs de vache de Lucie semble vraiment impossible, puisque on est aujourd'hui en fait face à des produits type ChatGPT, le chat de Mistral ou donc Claude d'Anthropic, qui ont été entraînés sur des sets d'instructions très vastes, mais qui ne sont pas disponibles
en ouvert. Aujourd'hui, si l'on cherche à créer un chatbot, donc un modèle conversationnel en français en utilisant des sources ouvertes, nous n'avons rien. Raison pour laquelle, par exemple chez Pléias, nous n'aventurons pas à créer des chatbots conversationnels, mais plutôt des assistants documentaires. Effectivement, on peut se poser la question, comment font les autres? Bon, comment fait Qtai, comment font Mistral, etc. Ils achètent des données humaines. Ils achètent des données annotées. Il y a des entreprises pour cela qui font un très très beau travail, Kili Technologies, on peut parler aussi de Scale AI, Toloka, etc. Il y en a un certain nombre, c'est en business et c'est très bien. Néanmoins, aujourd'hui, en tant que ressource open source, disponible pour la communauté et qui plus est, et je vais me permettre un tout petit peu d'insister là-dessus, qui peut être audité, on n'a pas grand-chose. On n'a même pas que grand-chose, on a vraiment rien. Et donc, avant de passer à Comparia, je vais quand même un tout petit peu prolonger cette réflexion au sujet donc, de la disponibilité des sets d'instruction et d'alignement. En fait, ce n'est pas seulement un enjeu de développement technique. C'est aussi un enjeu de développement des systèmes d'IA plus transparents envers les citoyens, plus ouverts, aussi qui peuvent être mis en production avec plus de confiance. Très concrètement, aujourd'hui, les sets de données ni d'instruction ni d'alignement ne sont pas publiquement disponibles. On ne sait pas quelles sont les valeurs, enfin, qui sont des personnes aussi par ailleurs qui ont annoté ces datasets donc de préférence humaine. On ne le sait pas. Enfin, c'est-à-dire que avec la sortie de ChatGPT, on a eu quelques informations sur le sujet. On sait que pour donc la collecte des instructions, pour la collecte donc des annotations humaines, on fait très souvent appel à des entreprises donc, qui sont situées dans les pays en développement. Donc, on peut parler du Kenya, etc. Il y a des entreprises enfin, qui vont dire, bon, non, mais évidemment, on est plus éthique, enfin, on fait appel au PhD, etc. Bon, bref. Ceci est très intéressant, mais tout ça fonctionne sur le principe « trust me bro ». On a fait notre travail, mais personne ne peut vraiment ni le vérifier, ni l'auditer. Et effectivement, lorsqu'il va s'agir de construire des IA pour l'intérêt général, on ne peut pas se contenter du fait de confiance aveugle et du fait que oui effectivement donc ces données d'instruction et en plus ces données d'alignement sont effectivement bonnes et sont alignées avec nos principes légaux, éthiques, nos représentations culturelles. Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas même se prononcer, elles sont mauvaises ou pas. Enfin, on ne sait pas. D'accord ? Et effectivement, cette question voilà, mais sur quoi aligne-t-on nos modèles? Elle apparaît tout le temps. Regardez DeepSeek. DeepSeek vient de sortir donc, un modèle génial, qui fonctionne très très bien, qui pour la première fois donne à l'utilisateur de voir les traces de raisonnement, donc qui donne en fait une certaine explicabilité, donc ce qui est déjà très intéressant. Mais tout de suite, on voit apparaître des critiques à regarder ce modèle refuse de parler de Tiananmen. Bon. Je ne sais pas si tout modèle doit forcément se voir parler de ça, ou d'ailleurs d'autres sujets politiques. Enfin, je n'ai pas d'avis forcément là-dessus. Néanmoins, c'est juste l'un des sujets qu'il est très facile de tester et de se voir que le modèle refusé d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il est soi-disant un tout petit peu aligné, enfin pas soi-disant, il est beaucoup aligné avec les principes du Parti communiste chinois. Bon. Mais en réalité, il y a plein d'autres sujets où les données d'alignement et même les données d'instruction ont fléché le comportement de DeepSeek dans un certain sens. C'est aussi le cas pour les modèles propriétaires et pour les modèles open source aussi. Voyez. Donc, on a d'un part DeepSeek
qui est aligné selon donc aussi des dispositifs légaux par ailleurs chinois, hein, donc nous n'oublions pas qu'il y a aussi ce côté-là. Ils doivent aussi être quand même avoir donc, enfin ils ont des obligations réglementaires, donc il y a certains sujets dont ils ne peuvent pas donc ils peuvent pas permettre à leur modèle de parler. Très bien. Et en France, on a eu Lucie, bon bah qui parlait un peu de tout et n'importe quoi, mais tout ça, en fait, ces comportements-là peuvent être retracés vraiment à la donnée. Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Et c'est pour ça que lorsque le projet Comparia s'est lancé, pour nous, c'était, pour nous, enfin, c'est-à-dire les personnes qui entraînent donc des modèles, pour nous, c'était une vraie opportunité. En tout cas, ça nous a semblé vraiment une initiative plus que louable parce que, effectivement, on a vu que bon bah on aurait peut-être donc des bases pour les datasets d'alignement et d'instruction. Et effectivement donc là je vais vous présenter assez rapidement donc les quelques premiers enseignements qu'on a pu tirer justement en regardant de près le set de données de Comparia. Je présente mes excuses. Enfin, l'état, enfin l'époque à laquelle on a analysé ce set de données, c'était en décembre. Donc aujourd'hui, la quantité de réponses a augmenté de manière très considérable. Donc, mais je pense que la distribution statistique en fait et la qualité, les caractéristiques du set de données vont quand même rester relativement similaires, bien entendu. Donc effectivement. 38 000 questions, 12 000 utilisateurs, c'est le set que nous avons utilisé. Et effectivement, on s'est posé la question, bah ok, en fait, on a donc des citoyens français, donc on a des utilisateurs qui viennent de leur plein gré, hein, ce qui est quand même assez formidable, tester des modèles de langage. Comment est-ce qu'ils interagissent avec ces modèles de langage? Quelles sont les questions qu'ils vont leur poser? D'accord? En fait, aujourd'hui, bon, ce type d'étude peut sembler tout à fait banal, hein, mais la réalité de la situation, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe que 2 études, en fait, donc, qui ont été réalisées donc, par rapport donc, au modèle d'OpenAI par l'université de Stanford. Il y a une plus petite étude qui a été faite par les équipes d'Anthropic, d'accord? Donc, et qui donne à voir c'est quoi les interactions, comment est-ce qu'on peut les classer, quels sont les sujets les plus abordés, quelles sont les tâches les plus demandées par les utilisateurs. Donc en fait aujourd'hui, on a, en réalité, très peu de données en général, très peu d'analyses de ce type, très peu d'études de ce type. Donc, on s'est dit que ça allait être quand même intéressant de voir ce qu'il y a effectivement et à partir de cela, se poser la question, quelles sont les tâches pour les sets de données instruct et quels sont donc effectivement les sujets, etc., pour lesquels on doit développer des sets de données pour rendre nos modèles plus adaptés aux usages français, qu'ils soient culturels ou même industriels, etc. Donc effectivement, d'abord, assez rapidement, donc, la méthodologie elle était assez simple. On avait effectivement annoté, en utilisant ces 4 dimensions, la totalité de notre set de données. Donc on a utilisé des modèles d'IA en fait pour annoter donc, les questions des utilisateurs. Donc, et la première dimension c'est la thématique, donc le sujet qui est effectivement étudié. Bon, sur lequel porte la question posée par les utilisateurs au modèle. Technologie informatique, bon bah de loin, et ce n'est pas quelque chose de surprenant. On sait que aujourd'hui, effectivement, dans les usages, donc les demandes au sujet de la création de code, c'est des usages qui ont été les plus massivement développés, les plus massivement adoptés. Bon, même si en réalité, selon les dernières études de Microsoft, par exemple, par rapport au déploiement de Copilot, on voit que dans les entreprises, aux alentours de 60% de développeurs à qui on a donné le Copilot l'utilisent effectivement.
donc c'est pas énorme non plus. Mais en tout cas, cet usage-là, donc cette thématique ressort ici, donc enfin très haut en fait. C'est vraiment le premier sujet. On a également donc art et culture, affaires et finances. Vous voyez, donc finalement, assez rapidement, on va avoir une grande diversité. J'attire votre attention sur vie personnelle et relations. Tout cela peut paraître anodin, mais l'usage des chatbots d'IA comme thérapeute, psychologue, copain de discussion est aujourd'hui un os immense. La réalité, c'est qu'il y a encore 1 an et demi, lorsque Anthropic publie donc son analyse des interactions des utilisateurs, cet usage ressort très fortement. C'est un usage assez inquiétant en réalité, hein, pour des raisons multiples. Mais effectivement, même sur une plateforme comme Paria, qui est quand même lancée par le ministère de la Culture, bon, je sais pas, mais je pense que là, les Français, ils n'ont pas peur de Big Brother du tout. Bon, je nous félicite. Hein. On est prêt à partager tous nos secrets les plus profonds avec donc les belles équipes du ministère de la Culture. Bon, mais c'est quand même assez intéressant. Au niveau des tâches demandées, là, un enseignement très intéressant. Information et recherche qui ressort très très loin en avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, on constate déjà ce changement, cette évolution profonde au niveau de la recherche. Le search traditionnel, qui était très lié à la recherche par mots-clés dans des navigateurs, voilà. Aujourd'hui, les chatbots d'IA viennent assez fortement remplacer ces usages anciens, ces usages historiques, on va dire. Donc effectivement, en formation et recherche, on va demander des questions sur, voilà, ça va être des questions au sujet, des sujets scientifiques, ça peut être code, etc. Mais en fait, on va vouloir obtenir une information. Qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique une chose assez importante. Aujourd'hui, on voit les chatbots d'IA comme des possibles vecteurs de diffusion de connaissances. Et cela est bien dangereux en réalité, parce que ces modèles ne sont pas quand même des bases de connaissances. Hein. En tout cas, pas les bases de toutes les connaissances, et surtout, ils ne sont pas les bases de toutes les connaissances que l'on veut réellement diffuser. Voyez, donc aujourd'hui, cela pose un vrai souci, d'où en réalité en entreprise et dans les institutions la volonté de brider les modèles d'IA avec des bases de données extérieures, donc le fameux cas d'usage Retrieval Augmented Generation, RAG, donc qui est par exemple la technologie, la méthodologie, on va dire, avec laquelle la majorité des grands projets fonctionnent aujourd'hui. On peut parler d'Albert, de l'Adinum, de Cassandre du ministère de l'Éducation nationale, et dans le privé, la majorité écrasante des cas d'usage, c'est du RAG. Bon, mais effectivement, les utilisateurs cherchent à utiliser des chatbots comme les outils de recherche d'information. J'attire aussi l'attention sur explication de concepts complexes, donc vulgarisation. Effectivement, il y a effectivement cette partie-là qui est assez, donc vulgarisation qui est assez importante. Et puis donc écriture créative. Qui est en fait, en réalité, le point extrêmement faible des modèles propriétaires d'aujourd'hui. Parce que, et ça aussi c'est très lié à la manière dont ils sont instruits et dont ils sont alignés. Si quelqu'un dans la salle a déjà pu jouer dans sa vie avec GPT-3 ou avec GPT-2, des modèles bien anciens aujourd'hui, ces modèles-là sont bien plus créatifs en fait. Parce qu'ils sont moins bridés. Plus on instruit le modèle, moins on limite en quelque sorte le champ de possibles. Donc, ChatGPT
enfin les modèles GPT en général, sont très nuls en écriture créative. C'est vraiment du ramassis, enfin des clichés donc en écriture. Donc et surtout dans les langues qui ne sont pas la langue anglaise. Donc c'est pour ça que lorsque DeepSeek sort, aussi pas mal d'expériences, en fait, d'expérimentations que l'on peut voir en ligne sont liées à l'écriture créative, parce que le modèle il est moins bridé grâce à ce processus de raisonnement où effectivement en fait la créativité elle se rouvre un tout petit peu de nouveau quand même. Style de communication assez rapidement, donc neutre ou formel, hein, on est très civilisé avec des chatbots. Donc ça raconte quelque chose de la nature profonde de l'humanité. On est en réalité gentils, hein, on est de bons sauvages. Et effectivement, point clé d'analyse, communication formelle, recherche d'informations 44%, et niveau linguistique basique et intermédiaire pour les 85% des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fautes d'orthographe. Hein. Donc, on n'écrit pas très bien, en fait. Voilà, on n'utilise pas des mots compliqués. On a pas mal, des problèmes de style. Et ça, en réalité, on peut dire bon, on s'en fout un peu, mais en fait non, parce que aujourd'hui, ces chatbots, ce qu'ils permettent surtout, c'est plus d'inclusion par rapport à des personnes qui, en fait, face aux anciens moteurs de recherche où il fallait bien écrire le mot. Enfin, il fallait connaître des termes, connaître des concepts pour retrouver quelque chose de vraiment pertinent. Aujourd'hui, ces chatbots ouvrent effectivement des opportunités de davantage d'inclusivité et à travers cette inclusivité plus grande, donc par rapport à des compétences en écriture plutôt, peut-être pas tout à fait développées, ils peuvent permettre plus d'émancipation, hein, par la connaissance, notamment au niveau de l'accès des développements de compétences en code, etc., etc. Bon. On a ce beau dataset, je vais parler de ce qu'on pourra en faire un peu plus tard, mais j'aimerais bien quand même attirer votre attention sur quelques points. Ce que Comparia a réussi à faire, c'est qu'aujourd'hui, ce dataset est il est le seul en français qui effectivement peut être réutilisé même s'il est encore assez petit, mais qui peut être réutilisé pour l'alignement et l'instruction des modèles. Aujourd'hui, c'est un asset unique. Et je pense que ce qu'on ne comprend pas forcément, c'est que le fait, la situation dans laquelle on utilise tous aujourd'hui assez massivement des modèles propriétaires américains, c'est pas seulement un problème de souveraineté, dans le sens où les Américains vont prendre nos informations, ils vont les utiliser pour bombarder l'Élysée, je ne sais pas quoi. Bref, donc, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fait que l'on interagisse de manière majoritaire avec ces systèmes-là constitue un asset immense pour eux pour se développer par la suite. Aujourd'hui, tels des paysans dans des sociétés médiévales, on laboure la terre des seigneurs, hein, et pas la nôtre. C'est-à-dire que, et là, on a presque perdu cette bataille. Les interactions humaines, c'est véritablement un enjeu de souveraineté. Parce que moins on récolte, nous, en fait, pour nos systèmes d'IA, les données d'interaction humaine, moins nos systèmes d'IA seront performants à l'avenir. Là, je vous ai montré, voyez, moi j'écris très mal en fait au chatbot. Hein. C'est mon interaction avec DeepSeek. Hein. Il est vraiment pathétique, mais la manière dont j'écris cela, la manière dont j'essaie d'orienter le modèle, c'est ça qui va être réutilisé pour les versions prochaines de R1, donc R2, R3, R4, et à l'échelle massive. Aujourd'hui, la Chine, par exemple, au-delà du programme national de collecte de données ouvertes, publiques, etc., qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser toutes les interactions humaines qui sont aujourd'hui faites sur WeChat et qui sont faites sur un nombre très important de chatbots d'IA chinois. Nous, aujourd'hui, on a peut-être Mistral,
qui vient de lancer le chat et qui est numéro 63 en productivité sur Apple Store. Bon, je vais dire qu'on a aujourd'hui un vrai enjeu de constitution non seulement du patrimoine, mais de base de données massives d'interaction humaine. Et c'est pour ça que le projet Comparia, il est de ce point de vue-là très intéressant. C'est donc la première initiative de ce style, mais qui doivent se multiplier si l'on veut réellement avoir la possibilité de ne pas être extrêmement, non pas retardé, mais effectivement très, très en arrière par rapport par rapport à d'autres pays. Et j'insiste là-dessus. C'est pas à redire, oui, la donnée, c'est le nouvel or noir, etc., etc. On parle ici de réentraînement de modèles à l'échelle massive. C'est-à-dire que grâce à la donnée d'interaction, on peut rendre les modèles plus efficaces pour les usages par les humains. Voyez, donc, et effectivement, c'est aussi le problème que l'Europe a. On a peu de produits B2C, donc généralistes, en fait, donc, qui permettent de collecter ce type de données. Et on a aussi moins d'usages en entreprise, donc, qui aussi ne permettent pas de créer cette boucle vertueuse, en quelque sorte, d'amélioration des systèmes. Donc, quand plus de 90% de Fortune 500, donc des entreprises américaines analogues du CAC 40, ont aujourd'hui des copilotes ou ce type de choses, et même si c'est pas encore très bien, c'est peu utilisé, c'est pas important. Ce qui va être important, c'est qu'ils vont collecter les données très négatives des utilisateurs. Les utilisateurs qui vont dire c'est nul, ça marche pas. Vous voyez? Donc, et c'est ça qui va permettre, in fine, l'amélioration par la suite. Donc, on pourrait se dire, données synthétiques. Je vais peut-être revenir sur le concept de données synthétiques. Les données synthétiques, c'est des données qui sont créées par d'autres IA. D'accord. Donc, on avait beaucoup de peur, il y a quelques années, il y a un an peut-être, sur donc, le fait que si on fournit au modèle d'IA des données générées par les IA, ça va conduire à un collapse des modèles, etc. Bon, comme avec tous les collapses, les peurs sont un peu exagérées. Mais effectivement, donc les données synthétiques, pour qu'elles soient réellement efficaces pour l'entraînement, l'instruction des modèles, ils doivent être suffisamment diverses, d'accord? Et effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on a pris donc présentement le set de données de Comparia, ce qu'on s'était dit, c'est que c'est encore très peu. C'est déjà génial, mais c'est encore peu. Mais est-ce qu'on peut utiliser ça comme une base de départ de création des sets d'instruction synthétiques? Parce que, bon, il faut commencer quelque part. Et effectivement, les données synthétiques aujourd'hui semblent, comme une possible, disons, voie, non pas du salut, mais en tout cas de sortie de ce paradoxe, on n'a pas de données, où est-ce qu'on obtient les données? Vous voyez, donc, et en parallèle, des initiatives comme Comparia, donc, commencer à générer donc, des sets de données à grande échelle, suffisamment grand, mais en partant donc des données, des interactions humaines comme point de départ, pour donc effectivement, on peut résoudre ce problème d'œuf et de la poule. Donc effectivement, ce que nous voyons chez Pléias, et on le voit d'ailleurs non seulement pour des données d'instruction et d'alignement, qui n'est pas tout à fait notre sujet, mais aussi pour la génération de données de raisonnement. D'accord, donc on pourra en parler davantage. Mais en fait, ce type de corpus peut être utilisé comme le point de départ, donc pour créer de la donnée. C'est-à-dire que le seed, donc le corpus initial, va nous servir comme un ensemble de règles de base selon lesquelles on demande à d'autres modèles d'IA de générer des instructions sur lesquelles par la suite on va réentraîner nos modèles, d'accord? Qu'est-ce que cela va permettre? Cela va permettre déjà de prendre en compte en fait des usages les plus répandus qui sont constatés. Ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui en français, les modèles sont très performants, par exemple pour la recherche d'informations. Faites l'expérience sur le chat de Mistral, la majorité des sources qui vont être utilisées dans le search, c'est des sources anglaises, les références utilisées sont anglaises.
on a mal à recréer des espaces latents en fait francophones pour les modèles parce qu'ils sont sous-entraînés là-dessus. Bon, sous-entraînés, pas sur-entraînés. Donc effectivement, l'idée, ce que nous on proposerait, c'est effectivement, tandis que les projets comme Comparia continuent et donc grandissent, donc permettant une collecte plus grande, de ne pas attendre et commencer à créer des commandes numériques, certes synthétiques, certes avec des modèles dont on dispose aujourd'hui, mais avoir un vrai programme de génération des commandes de la donnée, de leur curation, et effectivement en y injectant la diversité, mais aussi les guidelines qu'on obtient réellement de ce set de données de Comparia sur qu'est-ce que les utilisateurs français recherchent, comment est-ce qu'ils vont interagir avec des modèles, et effectivement recréer des sets qui insistent sur ces tâches-là. Donc, on espère donc travailler là-dessus dans le futur proche. Et la pause café, elle arrive. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a des questions. On a le temps pour des questions. Merci beaucoup, Anastasia. Moi, j'ai appris énormément de choses. Je vais pouvoir me la péter en dîner. On a le temps pour des questions avant la pause qui a lieu à 11h. Donc, je crois qu'il y a des micros qui circulent dans la salle. Il y a une question juste devant, par ici. Si on peut fournir un micro, sinon je vous le donne celui qui est sur scène. Ah, on descend, c'est bon. J'arrive. C'est le deuxième rang à côté de... C'est par là. Ouais, c'est bon. Monsieur, n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour, Pierre Swagenbaum, Listen, CNRS, Université Paris-Saclay. J'ai une question toute bête. Où peut-on trouver les données de Comparia? Je veux dire les données de comparaison, les requêtes. Lucie va répondre, je pense. Oui. Oui, les données sont actuellement en dépôt sur Hugging Face. On a un compte SNUM du ministère de la Culture. Si vous tapez Comparia, vous tomberez assez facilement dessus. Mais pour le moment, comme je l'ai dit dans le discours d'ouverture, comme on a encore des enjeux de traitement, d'anonymisation des corpus, il est accessible sous embargo. Donc vous pouvez tout à fait faire la demande et on vous reconnaîtra. Mais ça implique un lien entre nous ou qu'on sache ce que vous allez faire des données et qu'on puisse suivre les choses. Voilà. Une deuxième question, madame. Allez-y, ouais, c'est vous. Est-ce qu'on sait d'où viennent les personnes qui utilisent Comparia? Parce que là, vous avez parlé de la France, moi je viens d'un pays francophone. Est-ce qu'il y a l'Afrique, par exemple, qui utilise beaucoup, ou la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, etc. Lucie, si tu veux venir sur scène, tu peux aussi, hein, comme ça les gens... Ça marche. Oui, alors on a des données de suivi des origines géographiques des connexions qui sont enregistrées sur la plateforme. Et donc on sait que sur l'intégralité des connexions des visiteurs qu'on a eues, il y a à peu près 15% de gens qui ne sont pas sur la France métropolitaine. Donc il y a des usages en France outre-mer et il y a aussi des usages à l'international, beaucoup du coup dans les pays francophones, donc d'abord la Belgique, la Suisse, le Canada, et aussi dans d'autres pays, et Afrique bien sûr, et dans d'autres pays. Il y a une autre question là-bas, je vais descendre le micro. Tu peux le passer à... Voilà. C'est qui? Tiens. Au cas où. Et merci pour cette présentation passionnante. Octave Boskowski, conservateur des bibliothèques stagiaires. C'est une question qui repose sur la précédente. Est-ce qu'il est prévu d'exploiter la provenance des questions pour faire une sorte de cartographie plus fine des Français, tels qu'ils peuvent être employés, même régionaux, et des différentes langues de France? Merci. Merci Octave pour cette question. Oui, on va faire ce travail d'analyse des datasets. Après, on compte aussi s'appuyer, et là c'est aussi un appel au public ou aux chercheurs potentiels dans la salle ou en ligne ou qui prendront connaissance de ces échanges. On est tout à fait enclin à faire à nourrir des échanges avec des équipes de chercheurs dont c'est la spécialité de traiter ce genre de données et de se poser les bonnes questions pour les analyser. Super, il y a deux questions là-bas derrière.
Je vous propose, comme Anastasia est sur scène, peut-être de lui poser des questions. Lucie, elle sera là pour la pause. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur Comparia, profitons des différents temps pour se faire. Donc là, il y a juste derrière et ensuite devant, Madame. Bonjour, Maxime Fourniou, je suis ingénieur MLOps à la DSI de France Travail. J'ai 2 questions. La première, c'est au niveau de la toxicité de ce qui peut être généré par un modèle d'IA. Comment on fait la part entre ce qui va être géré par les petits modèles qui gèrent la toxicité qui sont aujourd'hui présents dans les produits d'IA générative, notamment ChatGPT, et de ce qui va être du cadre de l'alignement, c'est-à-dire que l'alignement va permettre de gérer une partie de cette toxicité. Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était au niveau de l'alignement, comment être sûr que les utilisateurs vont bien aligner le modèle, parce que chacun a sa subjectivité par rapport à ce qu'il préfère, suivant les tâches, suivant également la manière dont il veut que ce soit reformulé, et les cas d'usage également dans lesquels il est inscrit. Moi, à mon niveau, je trouve ça extrêmement compliqué d'aligner un modèle généraliste dans ce cadre-là. C'est peut-être plus simple quand c'est dans le cadre d'un cas d'usage qui est très spécifique. Et voilà, je voulais avoir votre avis par rapport à ces 2 sujets. Merci. Oui, merci. Donc, sur la première question, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Donc, sur le fait... c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est effectivement de résoudre la grande majorité des questions de safeguards éthiques au niveau de post-entraînement. D'accord, pas au niveau de la mise en production. Donc effectivement, par exemple, nous, on est allé même un peu plus loin, en fait, en filtrant de manière assez massive nos sets de données initiaux pour donc flaguer ou complètement enlever les contenus toxiques. Pourquoi on devait le faire? Puisque bon, on s'appuyait sur les corpus en domaine public qui sont géniaux. Mais bon, on n'aimait pas trop les femmes ni les noirs, quoi. Enfin, pas toujours en tout cas. Bref, voyez donc, il y a effectivement après. C'est aussi aujourd'hui de plus en plus une évidence que derrière les API les plus performantes, type Claude, il y a non pas un modèle, mais une batterie de petits modèles qui préparent et filtre en fait aussi les outputs de modèles. Dario Amodei, le CEO d'Anthropic, il y a quelques jours, il a parlé du fait que c'est des modèles type BERT. Tout le monde se souvient de ces petits... les modèles encore d'IA les plus utilisés en entreprise par ailleurs. Donc c'est des modèles BERT qui sont utilisés pour classer en fait des outputs de Claude pour s'assurer qu'aucune génération, un tant soit peu toxique, problématique ou autre, ne sorte. D'accord. Donc évidemment, de nouveau, donc Anthropic est très tourné safety, donc il faut un travail vraiment assez extraordinaire de ce point de vue-là. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il faut effectivement les deux. Il faut beaucoup de filtrage, il faut beaucoup d'alignement. Nous, on ne fait pas de RLHF, donc, parce qu'effectivement, RLHF, Reinforcement Learning with Human Feedback. Donc, nous, on va faire surtout du Reinforcement Learning par rapport donc davantage au raisonnement en fait sur différents domaines. Mais effectivement au niveau de l'instruction, c'est aussi très intéressant de faire des instructions basées sur des questions de modération, d'éthique, etc. Donc les deux. Effectivement, il faut les deux absolument. Donc sur la deuxième question, donc là ça m'échappe ce que c'était cette question. Est-ce que vous pouvez juste donner alignement spécifique ou généraliste en fonction oui, du cas donc d'usage. pardon, voilà, merci beaucoup. En fait, il faut comprendre que les modèles généralistes, ils sont pour tout le monde. Ça va être de la moyennisation des usages et des préférences. Et ça, par ailleurs, c'est un vrai sujet, parce que, notamment dans le domaine culturel, par exemple pour même l'écriture créative ou pour la recherche scientifique, cette moyennisation, elle pose un vrai problème en termes de production de contenu qui sont par la suite extrêmement moyens, en fait, qu'on appelle maintenant du slurp d'IA, quoi. Enfin, c'est vraiment du... c'est du ramassis, voilà, du très moyen, quoi. Donc, aujourd'hui, je pense que le paradigme des modèles extrêmement généralistes va être quand même dépassé avec l'apparition de modèles
peut-être plus petits, de plus en plus spécialisés, qui vont même avoir une personnalité. Par ailleurs, j'attire votre attention aussi là-dessus. Claude d'Anthropic est aujourd'hui le modèle qui est presque le premier à avoir une certaine personnalité. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc en fait, et effectivement, il va avoir une voix en fait, hein, qui est une voix un peu rationnelle, on peut de effective altruist californien. Donc et beaucoup s'y reconnaissent en fait dans cette voix. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que effectivement, l'alignement, il est beaucoup plus intéressant à une plus petite échelle, parce qu'il va permettre la diversité, la personnalisation. Mais le problème toujours, c'est les quantités de données qu'il faut. D'accord? Donc, parce que quand on va parler des cas d'usage en entreprise ou dans les administrations publiques, etc., en réalité, on a trop peu d'usage, on a trop peu de données. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est du fine-tuning, des petites choses qui vont plutôt brider des modèles, dégrader leur capacité, en fait, sans forcément développer quelque chose, faire émerger quelque chose de neuf et de vraiment aligné. Donc, en fait, ça va dépendre de ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il y a effectivement un vrai intérêt pour les modèles de plus en plus spécialisés, avec une voix très particulière et très axée sur des tâches, donc des tâches fondamentales. Mais effectivement, face à des modèles généralistes, lorsqu'on veut les réaligner, il ne faut pas s'attendre à des miracles extraordinaires. Merci beaucoup. J'en profite, on utilise beaucoup d'anglais dans les conférences. Il y a un petit livret qui a été édité par le ministère qui nous permet de savoir comment traduire tous ces termes-là en français. Et je crois qu'il y a aussi dans d'autres langues. Donc n'hésitez pas, il est aussi en ligne, disponible publiquement, mais on l'a aussi imprimé pour la conférence. Une dernière question, et on m'informe en régie qu'il reste encore des places pour l'atelier Latitude. Donc si vous souhaitez y aller, ça commence dans 2 minutes. Donc ça vous permet de faire peut-être un petit tour technique ou café avant d'y aller. Madame, dernière question. Oui, bonjour, Claude Cornelis, Banque de France, service traduction. J'ai été étonnée par le faible pourcentage de la traduction dans les tâches demandées, qui est de 1,3%, le plus faible de la présentation. Je voulais savoir si vous aviez une explication sur ce chiffre. Alors, on peut remettre ça en perspective effectivement avec par ailleurs d'autres études. Donc la traduction ne fait pas partie du top 10 dans aucune des études que j'ai pu constater, les deux consulter, celle de Stanford et d'Anthropic. Je pense qu'ici, nous, on est face un tout petit peu à une... c'est le contexte qui fait qu'il y a éventuellement assez peu de demandes de traduction, parce que c'est pas quelque chose qui a été forcément mis en avant. C'est quand même une plateforme pour l'usage francophone. Je pense, il y a quand même un contexte qui joue. Néanmoins, la traduction aujourd'hui, ce n'est pas l'usage le plus répandu en réalité. Pourquoi ? Je pense que ça demande un peu plus d'analyse que je ne peux pas effectivement livrer à ce jour personnellement. Merci beaucoup Anastasia, merci pour vos questions.